Mon propre père a dit, tu ne es rien qu'un cas de charité. Prends cette grossesse et pars d'ici demain matin. 11 ans plus tard, mon assistante m'a appelé, Madame, votre père pleure à la grille de votre domaine. J'ai souri et j'ai dit. Ma belle-mère m'a regardé de l'autre côté de la table à manger avec un sourire si poli qu'il aurait pu couper du verre. Et elle a dit les mots que j'avais attendu 11 ans d'entendre sortir de sa bouche devant des témoins. Elle a dit que j'étais un cas où mon père avait dû m'adopter parce que ma mère biologique était malade et incapable d'élever ses enfants. Elle l'a dit le soir de la remise des diplômes de mon lycée. Elle l'a dit pendant que mon père se resservait du vin. Elle l'a dit pendant que ma demi-sœur gloussait dans sa serviette. Et puis mon père, l'homme qui avait promis à ma mère mourante sur son lit d'hôpital qu'il me protégerait toujours, m'a dit que j'avais jusqu'au matin pour quitter sa maison. J'avais 19 ans. J'avais encore une toque de finissante fixée à mes cheveux avec des épingles. J'avais une bourse partielle pour un collège communautaire qui n'allait pas couvrir le loyer, et j'avais un test de grossesse positif dans la poche latérale de mon sac à main dont j'avais trop peur de parler à quiconque depuis 6 jours. 11 ans plus tard, j'étais assise à l'arrière d'un suburban noir en route pour l'inauguration de mon 14e emplacement quand mon assistante s'est penchée du siège avant et m'a dit qu'il y avait un couple plus âgé à la grille de ma maison à Chapelle-Hill prétendant être mes parents. Ils voulaient me voir. Ils disaient que c'était urgent. Ils disaient s'il vous plaît. Je lui ai demandé de me passer mon café. J'ai pris une longue gorgée et, pour la première fois depuis que j'avais 19 ans, je me suis permis de rire aux éclats au sujet de mon père. Mon nom est Ranley Cassa. J'ai 30 ans et je veux vous dire exactement comment la femme qui a été jetée la nuit la moins chère de sa vie a fini par détenir les clés d'un royaume que son père ne pouvait même pas se permettre de regarder. J'avais 8 ans quand ma mère est morte. Cancer du pancréas. 6 mois entre le diagnostic et les funérailles. Je me souviens de ses mains plus que de son visage maintenant, ce qui est le tour le plus cruel que la mémoire vous joue. Elle avait de longs doigts, des taches de peinture sous ses ongles parce qu'elle enseignait l'art en 2e année et était toujours au milieu d'un projet. Et elle avait l'habitude de tresser mes cheveux chaque matin avant l'école dans la cuisine pendant que le grille-pain cliquetait. Après sa mort, personne n'a tressé mes cheveux pendant longtemps. J'ai appris à le faire moi-même devant le miroir de la salle de bain, de travers avec des mèches qui dépassaient, et mon père n'a rien remarqué parce qu'il avait déjà commencé à fréquenter la femme qu'il épouserait 11 mois plus tard. Son nom était Marisette Olao. Elle est entrée dans notre maison avec une manucure française et 3 valises et une fille d'un précédent mariage nommé Brixley qui avait mon âge, ma taille, et absolument rien en commun avec moi. Marisette était une avocate spécialisée en divorce. Elle savait exactement comment parler à mon père d'une manière qui le faisait se sentir comme l'homme le plus intelligent de la pièce. En moins d'1 an, les peintures de ma mère étaient dans le grenier. En l'espace de 2 ans, ces photos avaient migré du salon vers un seul album dans le couloir de l'étage. Au moment où j'ai eu 12 ans, la seule chose dans notre maison qui appartenait encore à ma mère, c'était moi, et j'étais clairement un inconvénient. Mon père, Pearson Cassa, dirigeait un cabinet d'expertise comptable régional dans une riche banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord. Il se souciait de 3 choses, sa réputation au country club, son handicap au golf, et Brixley. Pas dans cet ordre. Brixley était la fille que Marisette lui avait livrée, emballée comme un cadeau sur un plateau d'argent. C'était la fille qui faisait du ballet, qui se faisait faire des mèches chez le coiffeur à 14 ans, qui savait quelle fourchette utiliser au dîner de Noël de la famille Cassa où j'étais toujours assise dans le coin près de la porte de la cuisine. Brixley a eu la plus grande chambre. Brixley a eu la nouvelle voiture à 16 ans. Brixley a eu les photos de vacances en famille imprimées professionnellement et accrochées dans le hall d'entrée, alors que j'apparaissais dans exactement une d'entre elles à l'arrière, en regardant le sol. Je ne vous dis pas cela pour susciter la sympathie. Je vous le dis pour que vous compreniez la saleté dans laquelle j'ai été planté quand j'ai compris que je devais grandir. J'étais une enfant intelligente, pas intelligente à la manière de Brixley où les professeurs disaient à ses parents qu'elle avait tant de potentiel, mais vraiment intelligente d'une manière que personne ne remarquait parce que personne ne regardait. J'ai lu tous les livres de la bibliothèque publique à l'angle de Magnolia et Fifth avant d'avoir 16 ans. J'ai appris moi-même à cuisiner parce que Marisette a arrêté d'acheter la nourriture que j'aimais quand j'avais environ 11 ans. Elle a dit que c'était parce que je devais apprendre le contrôle des portions. Je pesais 110 livres. J'ai appris à faire des pâtes avec du beurre et du sel. J'ai appris à faire des œufs de 40 façons différentes. J'ai appris qu'une personne pouvait survivre avec très peu si elle devenait créative à ce sujet. Et cette leçon m'a sauvé la vie plus d'une fois par la suite. Quand j'avais 18 ans,
j'ai commencé à sortir avec un garçon nommé Olistéam. Il avait 22 ans, travaillait comme avocat junior dans un cabinet d'avocats à Charlotte, conduisait une BMW en location, et m'a dit que j'étais la plus belle chose qu'il ait jamais vue. En y repensant maintenant, je peux voir exactement comment cela a fonctionné. Une fille à qui l'on avait dit qu'elle ne valait rien toute sa vie, présentée pour la première fois à un homme qui la regardait comme si elle était la seule lumière dans la pièce. Bien sûr, je suis tombée amoureuse. Je serais tombée amoureuse de quiconque disait s'il vous plaît au lieu de dépêche-toi. Je serais tombée amoureuse de quiconque se souvenait de mon anniversaire. Olisté m'a dit qu'il m'aimait lors de notre 3e rendez-vous. Il m'a dit qu'il voulait m'épouser dès le 2e mois. Il a parlé d'enfants, d'une maison à Davison, de m'emmener en Italie. Je n'avais jamais pris l'avion. Je n'étais jamais sorti de la Caroline du Nord. J'ai bu chacune de ces paroles comme si je mourais de soif, parce que c'était le cas. 3 jours avant ma remise des diplômes, j'ai manqué mes règles. J'ai attendu une semaine. J'ai acheté un test dans une pharmacie à Deville de là parce que j'avais peur d'être vu. Je l'ai fait dans les toilettes d'un restaurant Bojangle près de l'autoroute. 2 lignes roses. Je me suis assise sur ces toilettes pendant 40 minutes avant de pouvoir me lever. J'ai appelé Olisté. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir ce soir-là. Il a dit qu'il était en déposition. Il a dit qu'il me rappellerait. Il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, c'était ma remise des diplômes. J'ai porté une robe d'été blanche sous la toche parce que Marisette m'avait dit que c'était ce que les diplômés portaient. Je suis restée assise pendant les discours. J'ai traversé la scène. Mon père a pris une photo de Brixley faisant semblant d'obtenir son diplôme aussi, tenant la couverture de mon diplôme, et puis ils ont rangé leur téléphone. Après la cérémonie, nous sommes rentrés à la maison pour ce que Marisette appelait un dîner de célébration. Je veux que vous imaginiez cela. Nappe blanche, nourriture de traiteur parce que Marisette ne cuisinait pas. Mon père dans un blazer bleu marine, Brixley avec des perles qu'elle avait empruntées à sa mère, et moi, 19 ans, 6 jours de retard, essayant d'avaler un morceau de filet de bœuf pendant que mon estomac se retournait. Marisette a levé son verre. Elle a dit qu'elle voulait porter un toast. Elle a dit que c'était une nuit spéciale. Elle a dit quelque chose sur le fait qu'il était temps que nous ayons tous une conversation honnête en tant que famille. Puis elle a posé son verre et m'a regardé droit dans les yeux. Elle l'a dit comme si elle l'avait répété devant le miroir de sa salle de bain pendant des années. Elle a dit que mon père m'avait porté comme un fardeau par culpabilité pendant trop longtemps. Elle a dit que ma mère avait été une femme triste et malade qui ne pouvait pas s'occuper de son propre enfant même avant le cancer. Elle a dit que mon père m'avait recueilli par pitié. Elle a utilisé le mot pitié 2 fois. Elle a dit qu'il était temps pour moi de comprendre que je n'avais droit à rien dans cette maison. Le fonds pour l'université que ma mère avait mis en place pour moi était une fiction. La maison était la sienne et celle de mon père. Brixley était leur fille. J'étais une invitée. J'avais toujours été une invitée. Et les invités finissent par rentrer chez eux. J'ai regardé mon père. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Il a pris une longue gorgée de son vin. Il a posé le verre. Il a regardé la nappe. Il a dit, « Fils, je crois qu'il est temps. » Il m'a appelé fils. Il ne m'avait pas appelé ainsi depuis des années. Pas depuis que j'étais petite, quand ma mère riait et disait que j'étais la seule fille qu'il avait qui pouvait grimper à un arbre plus vite que les garçons d'à côté. Il l'a dit maintenant comme s'il me renvoyait d'un emploi, comme s'il était gentil en finissant rapidement. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Il a dit que j'avais jusqu'au lendemain matin pour faire mes valises. Il a dit qu'il me donnerait un chèque de $2000 pour m'aider à démarrer. Il a dit que ce n'était pas une punition. Il a dit que c'était un cadeau. Il a dit qu'il était temps pour moi de grandir. Brixley a gloussé. Je me souviendrai du son de ce gloussement jusqu'au jour où ils me mettront en terre. C'était petit et tintant et totalement imperturbable, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Et maintenant que c'était là, c'était encore plus délicieux qu'elle ne l'avait imaginé. Je me suis levé. Je suis monté à l'étage. Je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que je ferme la porte de ma chambre. Puis j'ai pleuré si fort que j'ai vomi dans le lavabo de ma propre salle de bain et j'ai dû le nettoyer moi-même parce que personne, pas une seule personne dans cette maison de 4 personnes, n'est venue voir comment j'allais.
J'ai fait 2 valises. J'ai retiré les photos de ma mère de l'album dans le couloir. J'ai pris la petite boîte en bois contenant ces bijoux qui devaient me revenir et que Marisette aurait absolument volé le lendemain matin. J'ai pris ma toge de remise des diplômes, ce qui est une chose étrange à prendre, mais je ne pensais pas clairement. Le lendemain matin, j'ai appelé au listé 41 fois. Je sais que c'était 41 parce que je suis revenu en arrière et que j'ai compté plus tard, de la façon dont on le fait quand on essaie de comprendre la forme de sa propre destruction. Il a répondu à la 42e fois. Il a dit qu'il ne pouvait pas parler. Il a dit que sa fiancée était dans la pièce d'à côté. Je veux vous dire que j'ai crié. Je veux vous dire que je l'ai maudit. La vérité, c'est que je suis juste resté là, sur le parking d'un restaurant à 7 heures du matin, avec une valise à mes pieds, et j'ai dit un seul mot, qui était s'il vous plaît. Il a raccroché. Je suis resté là encore 10 minutes avant de réaliser que je n'avais nulle part où aller. J'ai conduit jusqu'au seul endroit auquel je pouvais penser. La sœur de ma mère, ma tante Florinda, vivait dans une petite ville de l'Est de la Caroline du Nord appelée Moss Bridge. Elle était la seule personne du côté de la famille de ma mère qui était restée en contact, principalement par le biais de cartes de Noël et d'appels occasionnels pour les anniversaires que mon père réussissait toujours à interrompre. J'avais mémorisé son adresse parce qu'elle l'avait écrite à l'intérieur de la couverture d'un livre qu'elle m'avait envoyé pour mon 14e anniversaire, un exemplaire de Leurs yeux regardaient Dieu. Et j'avais lu ce livre jusqu'à ce que le dos se fissure. J'ai conduit 4 heures avec $813 sur mon compte courant, un test de grossesse positif dans mon sac à main, et le sentiment de conduire au bord du monde. Tante Florinda a ouvert la porte, m'a jeté un regard et m'a tiré à l'intérieur sans dire un mot. Elle m'a préparé un sandwich au fromage fondu, elle m'a préparé une tasse de thé. Elle m'a laissé dormir dans sa chambre d'amis pendant 3 jours avant de s'asseoir en face de moi à sa table de cuisine et de me demander ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. Le dîner, la grossesse, au listé, mon père. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas haleté. Elle a juste posé sa main sur la mienne et elle a dit, « Très bien, nous allons trouver une solution à partir d'ici. » Tante Florinda avait 63 ans. Elle ne s'était jamais mariée. Elle vivait d'une pension d'enseignante et d'un petit héritage de ses parents, et elle gérait un jardin communautaire derrière la bibliothèque publique qu'elle avait construit de ses propres mains. Elle avait de la place pour moi, mais elle n'avait pas de place pour moi pour toujours. Et nous le savions toutes les deux. Alors, je me suis mise au travail. J'ai servi aux tables dans un petit restaurant appelé The Bird Feed de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. J'ai nettoyé des chambres d'hôtel dans un Best Western de 3 heures jusqu'à 10 heures du soir. Je dormais dans la chambre d'amis de tante Florinda sur un matelas une place avec un sommier posé sur le sol. Et à 4 mois de grossesse, j'ai commencé à me sentir si faible au restaurant que le cuisinier, un homme de 60 ans nommé Rutherford, a commencé à me glisser des biscuits et du bacon à la fin de chaque service et a refusé de me laisser payer. J'ai pris 6 livres en 2 semaines. J'ai commencé à pleurer chaque fois qu'il me tendait un sac en papier parce que personne n'avait été gentil avec moi sans rien attendre en retour depuis si longtemps que je ne savais pas comment le recevoir. Ma fille est née en février. Je l'ai nommée Winnie d'après ma mère, dont le nom était Gwendoline, mais tout le monde l'appelait Oin. L'hôpital m'a laissé rester une nuit supplémentaire parce que l'infirmière qui m'était assignée, une femme nommée Patrice, a jeté un regard à mes documents d'admission et a vu qu'il n'y avait pas de contact d'urgence, pas de père inscrit, pas d'assurance d'un partenaire. Juste moi et tante Florinda me tenant la main. Patrice a tressé mes cheveux le matin où j'ai quitté l'hôpital. Elle m'a dit que j'allais être une mère merveilleuse. J'ai pleuré sur son épaule pendant 10 minutes. Elle n'a pas bougé. J'ai conduit à la maison avec Winnie dans un siège auto que j'avais acheté d'occasion pour $40 sur un groupe Facebook. Et je lui ai fait une promesse à haute voix, la radio éteinte, qu'elle ne passerait jamais un seul jour de sa vie à se sentir comme un fardeau. Je lui ai dit qu'elle était désirée. Je lui ai dit quelle était la réponse à une question que je ne savais même pas que je posais. J'ai tenu cette promesse chaque jour depuis. Les années qui ont suivi ont été les plus dures de ma vie, et je vais être honnête à leur sujet parce que je pense que les gens méritent d'entendre à quoi cela ressemble vraiment quand une mère célibataire essaie de s'en sortir. J'ai vécu de riz. J'ai vécu de haricots. J'ai vécu du pain de la veille que la boulangerie de la rue principale mettait dehors à 6 heures du soir et me laissait emporter gratuitement si j'arrivais juste à la fermeture. Je suis allé au collège communautaire à temps partiel, 3 cours par semestre, emmenant Winnie à la garderie du campus qui facturait selon des tarifs dégressifs parce que je me qualifiais pour le niveau le plus bas.
J'étudiais à 2 heures du matin à la table de la cuisine après qu'elle se soit finalement endormie. Je buvais du café instantané dans une tasse qui avait un éclat sur le bord parce que je ne pouvais pas justifier 3 dollars pour une nouvelle. J'ai eu un moment quand Winnie avait environ 18 mois où je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai sérieusement envisagé de faire marche arrière, d'appeler mon père, de m'excuser pour tout ce dont il avait besoin que je m'excuse, de supplier. J'avais une infection urinaire que je ne pouvais pas me permettre de traiter. J'avais une voiture qui ne démarrait plus à moins que je ne secoue les fils sous le capot. J'avais une fille qui faisait ses dents et criait, et mon lait s'était tari 2 mois plus tôt à cause du stress. Je me suis assise sur ce sol et j'ai pris mon téléphone et j'ai composé les 6 premiers chiffres de son numéro. Et puis j'ai levé les yeux vers le miroir de la salle de bain et j'ai vu mon propre visage, et j'ai vu les yeux de ma mère me regarder en retour, et j'ai raccroché. Je n'ai plus jamais composé ces 6 chiffres. Le tournant est survenu quand Winnie avait 2 ans et demi. Je travaillais à temps partiel dans une petite boulangerie en ville appelée Sweetbriar, appartenant à une femme nommée Mavora Kinland. Mavora avait 68 ans, était veuve, sans enfant, et elle dirigeait cette boulangerie de la façon dont certaines personnes dirigent un petit empire. Elle était vive. Elle était impolie quand elle avait besoin de l'être. Elle n'avait aucune patience pour la stupidité, mais elle avait une patience infinie pour la faim, et elle pouvait voir la faim chez une personne depuis l'autre bout d'un parking. Un matin, je l'aidais à emballer une commande pour un mariage, et j'ai remarqué que son système de facturation était un désastre. Elle perdait de l'argent sur 3 commandes sur 5 parce qu'elle ne comptabilisait pas correctement le coût de ses ingrédients. Je le lui ai dit. Prudemment, je m'attendais à ce qu'elle me renvoie sur le champ. Elle m'a regardé. Elle a croisé les bras. Elle a dit, « Très bien, répare ça. » J'ai reconstruit toute sa structure de prix en 2 semaines. À la fin du mois suivant, ses marges bénéficiaires sur les gâteaux personnalisés avaient doublé. À la fin de l'année, elle me payait un salaire, pas un taux horaire, et je dirigeais la réception, ses commandes et ses comptes. Mavora m'a tout appris. Comment lire un contrat, comment négocier avec un fournisseur, comment regarder un banquier dans les yeux et demander ce dont on a besoin sans tressaillir. Elle était la grand-mère que j'avais perdue et la mère que je n'avais jamais vraiment eue, tout en une seule femme qui sentait en permanence l'extrait de vanille et l'eau de javel. Elle m'a obligé à obtenir mon diplôme d'équivalence d'études secondaires pendant l'année où j'étais au collège communautaire à temps plein. Et puis elle m'a obligé à faire une demande de prêt de démarrage auprès de l'administration des petites entreprises. Quand je lui ai dit tard un soir autour d'un verre de vin, que je m'étais finalement autorisé, que j'avais une idée. L'idée était simple. J'avais remarqué en faisant la comptabilité de Mavora que la boulangerie laissait de l'argent sur la table en ne livrant pas. Il y avait 3 maisons de retraite à moins d'1 kilomètre de Sweetbriar et pas une seule d'entre elles n'avait accès à des produits de boulangerie frais sur une base régulière. J'avais remarqué que les mères qui travaillaient dans notre ville voulaient apporter quelque chose fait maison aux fêtes d'anniversaire de leurs enfants et n'avaient pas le temps de cuisiner. J'avais remarqué une centaine de petits trous dans le marché que personne ne comblait parce que personne ne se souciait assez de chercher. J'ai lancé une entreprise de livraison et de commande sur mesure à partir de la boulangerie de Mavora. Elle m'a donné un coin de la cuisine et 10% de chaque commande que je générais. En 6 mois, je rapportais plus de revenus que la vitrine. En 1 an, elle m'a vendu la moitié de l'entreprise à un prix qui l'a fait pleurer lorsqu'elle a signé les papiers. Elle m'a dit qu'elle avait voulu une fille toute sa vie, et qu'elle en avait finalement trouvé une. Nous avons étendu nos activités, d'abord à 2 emplacements, puis 4. Ensuite, j'ai racheté sa part lorsqu'elle a pris sa retraite à 73 ans, et je lui ai donné assez d'argent pour acheter un petit appartement en copropriété en Floride avec vue sur l'océan et un Porsche grillagé où elle pourrait cultiver des tomates. Elle m'appelle encore tous les dimanches à 11 heures du matin. Elle est la seule personne, à part Winnie, pour qui je mourrais. À l'âge de 28 ans, j'avais 14 emplacements à travers la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie. J'avais un logo. J'avais une marque. Un magazine national m'a qualifié d'entrepreneur autodidacte à surveiller. J'ai acheté une maison à Chapel Hill, une belle propriété historique ancienne avec une véranda enveloppante et 4 acres de terrain où Winnie pourrait courir. Et j'ai peint sa chambre de la même nuance de jaune que ma mère avait peinte la mienne quand j'étais petite. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas acheté cette maison pour contrarier mon père. Je l'ai achetée parce que Winnie m'avait demandé quand elle avait 4 ans si nous pouvions avoir un jardin avec une balançoire en pneus et je lui avais dit oui. Il a fallu 6 ans pour tenir cette promesse, mais je l'ai tenue. Il y a une balançoire en pneus sur le plus grand chêne à l'arrière.
Elle l'a peinte en rose elle-même. Je ne suis jamais retourné dans ma ville natale. Je n'ai jamais contacté mon père. Je ne me suis jamais permis de le chercher sur Google même quand j'en avais envie. J'avais lu une fois que la meilleure vengeance était de construire une vie si pleine et si belle que les personnes qui vous avaient blessé devenaient une note de bas de page et j'avais décidé de vivre cela, pas seulement de le dire. Mais c'est un petit monde et l'argent fait du bruit même quand on essaie de garder la tête baissée. Le premier signe que mon père savait est venu par l'intermédiaire de tante Florinda. Elle m'a appelé un soir pour me dire qu'un de mes cousins, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'une décennie, l'avait appelé pour lui demander mes coordonnées. Apparemment, le cabinet comptable de Pearson Casa avait fait faillite de manière spectaculaire 2 ans plus tôt. Il avait fait un mauvais pari sur un développement immobilier. Il avait pris une deuxième hypothèque. Il avait emprunté sur sa retraite. Marisette avait demandé le divorce quand elle a compris que l'argent avait vraiment disparu, pas seulement temporairement indisponible. Et elle avait emmené Brixley avec elle dans un appartement en copropriété que sa mère possédait à Asheville. Mon père vivait seul dans la maison où j'avais grandi et la banque était sur le point de la prendre aussi. J'ai dit à tante Florinda que je ne voulais pas de son numéro. Je ne voulais pas être contacté. Je lui ai demandé de s'il vous plaît dire à ce cousin que j'avais déménagé hors du pays. Elle a ri. Elle a dit qu'elle ferait mieux que ça. Elle a dit qu'elle lui dirait que j'étais morte. Elle ne l'a pas fait, bien sûr, mais la phrase est restée avec moi parce que d'une certaine manière, la fille que Pearson Casa avait jetée de sa maison à 19 ans était morte. Elle devait l'être. La femme qui avait pris sa place était quelqu'un d'autre entièrement. Et cette femme ne lui devait absolument rien. 1 an plus tard, un mardi d'octobre, mon assistante a appelé depuis le siège avant du Suburban et m'a dit qu'il y avait un couple plus âgé à la grille de ma maison de Chapel Hill prétendant être mes parents. J'étais en route pour l'inauguration du 14e emplacement Suite Brier, le premier à Richmond. J'avais acheté un tailleur bleu marine pour l'occasion. J'avais Winnie sur le siège arrière avec moi, lisant un livre sur les hiboux, balançant ses jambes. J'ai dit à mon assistante de se ranger sur le côté. Je lui ai demandé de les décrire. Elle a dit que l'homme était grand, grisonnant, portant un manteau marron qui semblait trop grand pour lui. La femme à côté de lui était petite avec des cheveux blancs tirés en arrière, tenant son sac à main à 2 mains. Mon assistante a dit qu'ils avaient l'air fatigués. Elle a dit que l'homme pleurait. La femme n'était pas Marisette. Marisette était partie depuis longtemps. La femme, ai-je réalisé, était la sœur aînée de tante Florinda, tante Cléo, l'autre sœur de ma mère, que je n'avais pas vue depuis les funérailles de ma mère. Elle avait déménagé dans l'Oregon 1 an après la mort de ma mère. Et elle m'avait envoyé une seule carte pour mon 16e anniversaire que Marisette avait jetée avant que je ne puisse la lire. Je ne savais cela que parce que tante Florinda me l'avait dit plus tard, après que j'ai déjà quitté la maison. J'ai demandé à mon assistante de me les passer au téléphone. C'est tante Cléo qui a parlé en premier. Elle a dit qu'elle était désolée de me tendre une embuscade comme ça. Elle a dit qu'elle essayait de me trouver depuis des années. Elle a dit qu'elle avait amené mon père avec elle parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller et parce qu'elle sentait que je méritais de faire mon propre choix à son sujet, mais elle voulait que je sache qu'elle n'était pas venue en son nom. Elle était venue de son propre chef. Elle avait 81 ans et elle a dit qu'elle n'avait pas le temps de laisser quoi que ce soit d'important non dit. Je lui ai dit qu'elle pouvait monter à la maison. Je lui ai dit que mon père pouvait attendre à la grille. Quand je suis arrivé à la maison, tante Cléo était assise sur ma véranda avec un verre de limonade que ma gouvernante lui avait apporté. Mon père était toujours en bas à la grille sur le siège passager d'une vieille Buick, fixant ses mains. Je pouvais le voir depuis la fenêtre de ma chambre, et le sentiment le plus étrange m'a envahi. Il avait exactement la même apparence qu'il y a 11 ans, sauf qu'il avait vieilli de 40 ans au lieu de 11. Ses épaules étaient étroites, ses cheveux étaient clairsemés. Il ressemblait à un homme qui avait été laissé sous la pluie. Je l'ai laissé s'asseoir là pendant 90 minutes avant de descendre vers lui. Je ne suis pas fier de ces 90 minutes. Je n'en ai pas honte non plus. J'en avais besoin. J'avais besoin de marcher dans ma propre maison et de regarder chaque pièce et de me souvenir de la version de moi qu'il avait supplié au téléphone de ne s'il vous plaît pas me jeter dehors et de la laisser enfin avoir son mot à dire. Quand j'ai marché dans l'allée de gravier dans mon tailleur bleu marine et les talons que je m'étais achetés avec l'argent de mon premier trimestre à 6 chiffres, j'ai senti ma mère marcher à côté de moi. Je n'ai jamais été une femme religieuse, mais je l'ai senti là. Il est sorti de la voiture quand il m'a vu approcher.
Il a commencé à parler avant que je ne sois à moins de 10 pieds de lui. Il a parlé de la fierté qu'il éprouvait pour moi. Il a parlé de la façon dont il avait toujours su que j'allais faire quelque chose de spécial. Il a parlé de regrets et de seconde chance et de la façon dont un père reste un père, peu importe les erreurs qu'il a commises. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Il a dit que la maison allait être saisie dans 2 semaines. Il a dit qu'il était désolé. Il l'a dit 11 fois de suite. Comme si, peut-être, s'il le disait assez, cela commencerait à signifier quelque chose. Je l'ai laissé finir. J'avais imaginé lui crier dessus toute ma vie dans différentes versions, dans différentes scènes, dans différentes tenues. Mais en me tenant là dans ma propre allée devant la grille qui était la mienne avec la balançoire en pneu de ma fille visible au loin, je n'avais pas envie de crier. Je lui ai dit que je me souvenais de la nuit où il m'avait appelé fils pour la dernière fois. Je lui ai dit que je me souvenais du chèque de $2000 qu'il m'avait tendu le lendemain matin et comment je l'avais déchiré dans les toilettes de la station-service parce que je ne voulais pas qu'un seul morceau de papier de lui ne touche la vie que j'étais sur le point de construire. Je lui ai dit que je me souvenais de lui prenant son verre de vin pendant que sa femme traitait ma mère morte de droguée, et de ne pas l'avoir reposée. Je lui ai dit que j'avais porté cette image dans ma tête pendant plus d'une décennie et que cela avait été le moteur de chaque chose que j'avais construite et qu'il n'avait pas le droit de s'attribuer le mérite de ce moteur parce que tout ce qu'il m'avait donné, c'était le carburant. Je lui ai dit que j'avais une fille. Je lui ai dit qu'elle avait 10 ans. Je lui ai dit qu'elle ne l'avait jamais rencontré et qu'elle ne le rencontrerait jamais parce que la femme que j'étais devenue ne permettrait pas à l'homme qu'il avait été d'approcher à moins de 100 pieds de l'enfant que j'avais élevé. Je lui ai dit que ce n'était pas de la cruauté. Je lui ai dit que c'était de la protection. Il a pleuré. Il a pleuré d'une manière que j'imagine que les hommes adultes ne pleurent que quelques fois dans leur vie avec tout son corps tremblant. Il m'a demandé si je pouvais trouver dans mon cœur de l'aider juste assez pour garder la maison, juste assez pour qu'il ait un endroit où vivre. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que la femme qu'il avait voulu que je sois, la fille obéissante qui lui aurait donné tout ce dont il avait besoin, était morte sur le sol de ma salle de bain quand j'avais 20 ans, que j'avais de la fièvre et un bébé qui criait et personne à appeler. La femme debout devant lui maintenant était quelqu'un d'autre. Que ce quelqu'un d'autre ne lui devait rien. Que ce quelqu'un d'autre n'était pas méchant, que ce quelqu'un d'autre comprenait simplement, d'une manière qu'il n'avait jamais comprise, que l'amour n'est pas une obligation, c'est un choix, et qu'il avait fait le sien. Tante Cléo a marché jusqu'à la grille. Elle avait écouté depuis la véranda, et elle est descendue pour le ramener à sa voiture. Elle lui a dit qu'il était temps de partir. Elle m'a embrassé sur la joue avant de partir, et elle a pressé quelque chose dans ma main. C'était une photographie. Ma mère a 25 ans me tenant bébé devant un arbre de Noël. Tante Cléo l'avait gardé dans son portefeuille pendant 30 ans. Je suis resté à la grille et j'ai regardé la Buick s'éloigner. Je n'ai rien ressenti de dramatique, aucune justification, aucun triomphe, juste une chose tranquille et installée dans ma poitrine. Le même sentiment que vous ressentez quand vous terminez enfin un long et difficile livre et que vous le fermez pour de bon. Je suis retourné vers la maison. Winnie était sur la balançoire de la véranda avec son livre sur les hiboux. Elle a levé les yeux et m'a demandé qui était cet homme. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai mis mon bras autour d'elle. Je lui ai dit qu'il n'était personne d'important. Et pour la première fois depuis la nuit où je m'étais assise sur le sol de la salle de bain à 20 ans et avait presque composé ces 6 chiffres, je le pensais vraiment sans aucune douleur attachée. Cette nuit-là, j'ai encadré la photographie que tante Cléo m'avait donnée. Je l'ai mise sur le manteau de la cheminée dans le salon à côté d'une photo de Winnie à sa fête de 7e anniversaire et d'une photo de Mavora coupant le ruban à notre premier magasin et d'une photo de tante Florinda dans son jardin communautaire l'été avant son décès. Ce sont mes gens, pas ceux qui partageaient mon nom de famille. Ceux qui se sont montrés quand personne d'autre ne le voulait. Ceux qui ont tressé mes cheveux quand je n'avais personne. Ceux qui m'ont tendu des biscuits à la fin d'un service et ont refusé de me laisser payer. Ceux qui m'ont appris à lire un contrat. Ceux qui ont peint leur balançoire en pneu en rose parce que je leur ai dit qu'ils le pouvaient. Je me suis élevé parce que je n'avais pas d'autre choix. Mon père m'a donné 1 heure pour faire mes valises et $2000 que je n'ai jamais dépensés. Il pensait qu'il me jetait à la poubelle. Il avait tort. Il allumait l'allumette. Je me suis assise sur ma véranda la nuit où mon père est parti dans cette vieille Buick, et j'ai regardé le soleil se coucher sur les 4 acres de terrain que j'avais achetés de mes propres mains. Je tenais la photographie que ma tante Cléo avait pressée dans ma paume à la grille. Ma mère, à 25 ans,
me tenant bébé devant un arbre de Noël. Elle l'avait probablement décoré elle-même avec des grues en papier. Je suis restée assise là pendant un long moment. Et ce que je veux vous dire, la chose que j'ai apprise en 11 ans à construire une vie à partir des décombres de celle que mon père avait incendiée, c'est ceci. Chaque choix que vous faites est une graine. Chaque mot, chaque silence, chaque moment où vous choisissez le confort plutôt que le courage, vous plantez quelque chose. Mon père a planté la cruauté la nuit où il m'a appelé fils pour la dernière fois et m'a tendu un chèque que j'ai déchiré dans les toilettes d'une station-service. Il l'a planté devant sa femme, devant ma demi-sœur, devant le silence dans sa propre gorge qu'il aurait pu briser et qu'il n'a pas brisé. Étage 11 ans plus tard, quand son entreprise s'est effondrée et que son mariage a pris fin, et qu'il s'est retrouvé à dormir dans la chambre d'amis de sa belle-sœur sans nulle part où aller, ce n'était pas de la malchance. C'était la récolte. Les graines qu'il a plantées ont fait pousser exactement le genre de vie qu'il avait mérité. J'ai planté différemment. J'ai planté des biscuits à la fin d'un service de restaurant donné par un homme nommé Rutherford, qui ne me laissait pas payer. J'ai planté une boîte en bois contenant les bijoux de ma mère que j'ai refusé de laisser derrière moi. J'ai planté les feuilles de calcul de prix de Mavorakinland à 2 heures du matin pendant que ma fille dormait dans la pièce voisine. J'ai planté une balançoire en pneus sur le plus grand chêne de ma propriété parce que Winnie me l'a demandé quand elle avait 4 ans. Aucune de ces graines ne ressemblait à quoi que ce soit à l'époque. Elles étaient petites. Elles étaient silencieuses. Elles m'ont coûté du sommeil et de la fierté et 1000 petites humiliations. Mais elles ont grandi. Elles ont grandi pour devenir un royaume que mon père n'aurait pas pu me donner, même s'il l'avait voulu. Je veux que vous compreniez que la femme que je suis maintenant n'est pas arrivée sur le dos de la vengeance. La vengeance est bruyante. La vengeance est voyante. La vengeance est ce que Olisté méritait. Et ce que je ne lui ai jamais donné parce que j'étais trop occupé. La chose que j'ai construite était quelque chose de plus calme. C'était du caractère. C'était une fille qui n'a jamais passé un seul jour à se demander si elle était désirée. C'était la discipline de composer 6 chiffres du numéro de mon père sur le sol d'une salle de bain et ensuite de poser le téléphone. C'était la patience de laisser un homme s'asseoir à ma grille pendant 90 minutes pendant que je marchais dans ma propre maison et me souvenais de qui j'avais été quand il m'avait jeté. Si vous êtes assis quelque part ce soir en écoutant ceci et que quelqu'un vous a dit que vous n'êtes rien, je veux que vous m'entendiez clairement. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes une graine. Ce qui pousse de vous dépend entièrement de ce que vous choisissez d'arroser. Choisissez votre caractère plutôt que votre confort. Choisissez votre discipline plutôt que votre désespoir. Et un jour, dans 11 ou 15 ou 20 ans, vous vous assiérez sur une véranda que vous avez payée de vos propres mains. Et vous comprendrez que les personnes qui vous ont jeté n'ont jamais été les jardiniers. Ils étaient juste la saleté.